Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir. Nous allons commencer cette deuxième journée du colloque du Pirensen. Une journée pleine de présentations, dont vous allez en avoir 12 tout au long de la journée, avec bien entendu le fameux quiz du Pirensen. Avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'à l'extérieur, vous avez toutes les productions de la cellule transfert qui valorisent les travaux du programme, qui sont donc présentes d'un point de vue physique, mais également numérique sur le site du Pirensen. Je vous rappelle que nous avons sorti en début de semaine la mise à jour du poster sur les poissons du bassin versant de la Seine, avec les nouvelles espèces qui ont été recensées et avec une échelle également de classement par taille. Et je remercie donc chaleureusement également l'Union des fédérations de pêche du bassin Seine-Normandie pour son aide, ainsi que les équipes d'INRAE pour les expertises techniques et scientifiques. Et nous allons tout de suite enchaîner par la première session sur l'histoire, paysage, territoire, restauration écologique, qui va être introduite par Laurence Lessène et Marie-Anne Germaine pour présenter cet axe. Et nous enchaînerons avec les présentations. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci François. François a dit le titre de cette session qui correspond en fait à l'axe 3 de cette phase du Pirensen. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par la première présentation qui s'appelle... Ah oui, alors là, il faut que le service technique l'amène. Je vais y arriver, les PowerPoint, ils ne sont pas... Voilà, c'est bon comme ça? Et est-ce qu'on peut avoir le pointeur? Non, pardon. Comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Pardon, merci. Je voudrais juste avoir le pointeur. Tu peux me faire le pointeur? Ok. Donc la première présentation, c'est représentation de la complexité des usages dans le temps, l'espace et pour les différents cours d'eau de l'axe, du bassin de la Seine. Et en fait, on va se centrer sur l'axe Seine et le cas de Troyes en amont de Paris. Ça va être une présentation en duo, donc je vais commencer et Susanna prendra la suite. Alors, je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, je pense, ce schéma qui est tiré d'un article de 2023 sur la vision globale des usages et des fonctions de la Seine au bénéfice de Paris, qui montre donc la diversité de ces usages et surtout leur évolution dans le temps. Mais en fait, en y réfléchissant bien, ce schéma, il est quand même centré sur une vision très parisienne de la Seine, ce qui est à peu près normal puisque l'agglomération parisienne porte un poids considérable, représente un poids considérable dans ce bassin. Mais au fond, on s'est aussi posé la question de savoir comment les villes qui étaient en amont et en aval de Paris avaient réagi finalement à ces aménagements et ces modifications de la Seine qui avaient été faites pour le service de Paris. Et le premier des cas que l'on a traité, c'est la ville de Troyes, dont on a été étonné finalement de la richesse de ces relations chaotiques avec Paris. Et je laisse la place à Susanna. Bonjour. Donc, en commençant par Troyes, l'importance de la Seine pour le fonctionnement de la ville. Troyes a transformé la Seine en un réseau sophistiqué de canaux, principalement entre le XIIe et le XVIe siècle. Le réseau alimentait de nombreux moulins et fournissait les eaux aux tanneries, aux blanchisseries et plus tard aux usines de bonneterie. Ces grands aménagements ont eu une conséquence majeure. Ils ont rompu la continuité de la navigation entre Troyes et Paris. Les rois de France sont entrés en conflit avec la ville, allant jusqu'à ordonner la démolition des moulins pour rétablir le passage, mais en vain. Ces épisodes montrent que le conflit d'entrée entre la capitale et sa périphérie est une histoire de longue date. On sait depuis longtemps que les activités de Paris ont un impact en aval, par exemple la pollution, mais aussi en amont. Cet impact s'est manifesté notamment par le flottage du bois, comme à Troyes du XVIIe siècle, et plus tard des aménagements contre les inondations pour protéger les Paris. Dès le début du XVe siècle, Troyes pratique un flottage du bois à petite échelle. La ville tire même des bénéfices de cette activité, ayant obtenu le statut de ville d'arrêt, un point de contrôle qui lui assure des revenus et une influence sur le commerce fluvial. Au XVIIe siècle, l'explosion démographique de Paris intensifie sa demande en bois, transformant le flottage.
Cette expansion a conduit à un système plus structuré, officialisé par la création de la Compagnie de marchands du bois flotté pour l'approvisionnement de Paris en 1640. Le flottage est devenu une industrie à grande échelle, avec un contrôle de plus en plus centralisé des forêts et des voies d'eau au profit principalement de l'approvisionnement de Paris. Le flottage de bois a connu son pic entre 1740 et 1800. Les cartes que vous voyez ici illustrent l'étendue des réseaux de canaux et des rivières navigables ou flottables dédiés à l'approvisionnement de Paris. Si la majorité du bois provenait du Morvan, une grande partie était également acheminée depuis les environnements de Troyes. Cette intensification a déclenché un conflit. Troyes s'est opposé au flottage en premier lieu à cause de la pollution qui a été générée par le flottage. Les tanins nuisaient aux blanchisseries, une industrie cruciale pour la vie en ce moment. La pollution était réelle, mais en fait, c'était aussi un argument stratégique. En réalité, c'était une lutte économique pour le contrôle des ressources de la rivière face à l'influence grandissante de Paris. L'argument de Troyes a ensuite évolué pour devenir plus concret. À partir des années 1720, la ville n'a pas seulement parlé de pollution, mais a dénoncé les dommages directs aux moulins, aux ponts et aux berges de son réseau de canaux à cause du flottage du bois et même des inondations provoquées par les bois qui bloquaient le cours de l'eau. En fait, dès les siècles précédents, le flottage avait causé les dommages aux moulins locaux, ce qui avait donné lieu à des poursuites judiciaires contre les marchands de bois et à la suspension des activités de flottage entre les années 1650 et 1720. Il faut aussi préciser que le bois, à ce moment, était flotté directement à travers la ville. Pour résoudre le conflit, une solution a été proposée, séparer les usages. La Seine pour la navigation et l'Amalson, la rivière au sud de Troyes, pour le flottage. Mais le pouvoir royal a refusé cette idée. Après avoir exploré d'autres options, comme un calendrier pour partager le temps d'usage de la rivière, la couronne a imposé sa solution en 1723, qui s'appelait un nouveau canal pour le flottage. Ce canal, construit avec une vanne fermée à 2 km en amont de Troyes, avait un objectif clair, à séparer physiquement et de la manière permanente les deux types et deux usages d'eau. D'un côté, l'eau destinée au flottage du bois dédiée aux besoins de Paris, de l'autre, l'eau réservée aux blanchisseries de Troyes, protégée pour l'économie locale. Le résultat était que le flottage du bois fut désormais exclu de l'intramuros. Le conflit a persisté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais il a évolué. Face à la concurrence étrangère, Troyes s'est reconvertie dans la bonneterie. Cette industrie, elle aussi, était dépendante d'une eau propre et d'un transport fluvial fiable, et entrait en conflit avec les besoins persistants de Paris en bois. Finalement, le conflit s'est arrêté quand le flottage du bois, en grande partie, a disparu à la fin du siècle. Ensuite, au XXe siècle, la grande inondation de la Seine en 1910 a servi de catalyseur à un nouveau conflit. L'une des premières grandes initiatives est proposée en 1920 par l'ingénieur Henri Chabal, et son idée était de répartir plusieurs barrages réservoirs dans les vallées de la Marne, de l'Aube et de Lyon pour empêcher les fleuves d'entrer dans Paris. Pour cela, il envisageait notamment de construire un barrage à une vingtaine de kilomètres à nord-est de Troyes, en forêt d'Orion. Ces réservoirs devaient être alimentés en détournant une partie des eaux de la Seine depuis Bar-sur-Seine, petit village à côté de Troyes. Mais ce projet a rencontré une forte opposition à Troyes et au département de l'Aube. Les habitants et les élus contestaient son coût, les risques pour la sécurité et le manque d'études préalables. Cette résistance a donné lieu à des pétitions et à une large mobilisation, ce qui a conduit à l'abandon du projet, c'est-à-dire jusqu'à nouvelle inondation de 1955.
Ces crues ont relancé les efforts et donné naissance à projet réservoir Seine-Aube. Le réservoir principal a finalement été construit et achevé en 1966. Mais les protestations ont retardé la construction des réservoirs adjacents sur l'Aube. Pour que les habitants se réapproprient cet ouvrage, perçu au départ comme une imposition de Paris, le Conseil général de l'Aube a décidé de le rebaptiser. Le barrage réservoir est ainsi devenu le lac d'Orion, un nom qui met en avant sa nouvelle vocation pour le tourisme et les loisirs. Donc, dans les deux cas, la Seine a été aménagée pour servir Paris, illustrant la dynamique entre un territoire servant et un territoire servi. Et Laurence va vous expliquer. Non, c'est pas ça. Pardon. Je ne vais pas y arriver. Désolée. Alors maintenant, nous allons continuer à descendre l'axe Seine. Alors on a déjà évoqué un certain nombre de ces conflits générés par les aménagements de la Seine dans des travaux précédents du Pyrène. Je vous les rappelle, notamment dans la Bassée, sur les maraîchers de Mousseau qui se plaignaient de la mise en eau du canal de navigation de Bray à la Tombe, qui avait provoqué une diminution, un abaissement du niveau de la nappe phréatique et donc des problèmes de disponibilité d'eau pour leur culture. Ça, c'est un article qui va paraître très bientôt dans Regional Environmental Change. Et puis, on vous avait aussi parlé, il y a quelques années, du problème de la qualité de l'eau, quand Paris avait décidé, avec son ingénieur, avec Haussmann et son ingénieur Belgrand, de rejeter tous les égouts, de rassembler l'ensemble des égouts et de les rejeter en un point au niveau de Clichy, ce qui avait évidemment provoqué des protestations de la part de Versailles, qui au même moment avait rénové sa machine de Marly, sa fameuse machine de Marly, pour remonter l'eau de la Seine pour son approvisionnement. Évidemment, il y avait un problème là de qualité de l'eau. En fait, on voulait, nous, trouver des conflits du même genre qu'à Troyes dans la partie aval, et en allant jusqu'à l'estuaire. Et en fait, on n'a plutôt trouvé que des petits conflits locaux. Je vous en cite un ici, c'est les aménagements de la Seine. Donc ici, on est en amont de Rouen, dans la boucle de Wassel, à l'écluse, du niveau de l'écluse de Saint-Aubin ou du barrage ici, de l'ancien barrage de Marteau. Et donc vous voyez que la Seine a été grandement réaménagée dans ce coin. Et en fait, là, effectivement, ça a généré un conflit dans les années 1930, même plutôt 38-39, quand ces aménagements ont provoqué l'assèchement des puits qui étaient en bordure de la Nouvelle Seine. Mais évidemment, c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, et finalement, ce conflit n'a pas généré de procès, comme on a pu le voir, soit à Troyes, soit dans la Bassée. Et on a poser la question aux chercheurs du GIP Seine-Aval, qui nous ont pas vraiment aidés à trouver ces conflits. Et on a en fait l'idée globale que l'on peut avoir sur cet axe Seine en aval de Paris, c'est qu'il est en accord avec cette image qui est symbolique en fait de ce que représente l'axe Seine aujourd'hui, c'est-à-dire un corridor dédié à une urbanisation croissante et une industrialisation croissante. Donc c'est vraiment des services industrialo-portuaires tout le long de la Seine entre Paris et Le Havre. Donc ce schéma directeur de 1965, il est toujours d'actualité dans la tête des gens en fait. C'est symboliquement, on peut penser au préfet de l'axe Seine, je vais y arriver, de la vallée de la Seine, qui renvoie justement à cette notion d'industrialisation croissante de la Seine, qui est un peu en opposition avec l'image que l'on a par exemple quand on parle de la Loire, vallée de la Loire, où on est plutôt dans une rivière qui reste sauvage. Là, on n'est vraiment pas du tout dans cet esprit. Donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, cette vision globale de la Seine
finalement, elle a servi les villes hein, comme Rouen et Le Havre, hein, qui ont développé leur industrie, soit sur place, hein, soit dans des externalités, un peu comme Paris a ses externalités. Je pense par exemple à Port-Jérôme, hein, qui était censé être au départ un port pétrolier, qui était un peu à l'extérieur de la ville, parce que quand les ports pétroliers, les premiers ports pétroliers se sont construits à la fin du 19e, hein, c'était compliqué de contrôler le risque incendie. Donc on avait voulu le positionner à l'écart de la ville pour ne pas menacer la ville en cas de problème. Et en fait, donc, si tous ces aménagements de la Seine ici servent toujours à l'approvisionnement de Paris, là, pour cette vision commune du développement de la Seine, elle a plutôt servi pour Rouen à son développement économique. Alors, en conclusion, je voudrais juste faire, on a discuté hier, donc peut-être que mon appel est un peu décalé, mais Susanna vous a montré une photo du lac d'Orient qui était en train de se vider. Il est en train de se vider pour consolider des digues qui sont dans la partie aval de ce lac, hein, donc qui a été mis en eau en 1966. Donc, est-ce que c'est l'occasion de faire une belle carotte sédimentaire? Mais en discutant un peu avec mes collègues hier, je me suis rendu compte que qu'ils n'avaient pas forcément besoin que le lac soit complètement à sec pour pouvoir faire une belle carotte. Mais enfin, voilà, nous, on avait envie de lancer cet appel. Et voilà ce qu'a apporté cette étude comparative. Donc, on voit que les valeurs du fleuve sont différentes selon les époques et les lieux. En fait, on s'en doutait, mais on a envie quand même toujours de continuer à documenter, en fait, ces différences. Donc, ce fleuve servait au développement économique de la ville. Donc, elle a aménagé les cours d'eau pour ses propres besoins, pour drainer notamment les marais autour de Troyes, pour tous ces moulins, pour ses activités de blanchisserie. On constate, Susanna l'a pas tellement développé, mais qu'il y a eu beaucoup de projets de navigation. Donc elle a mentionné le fait que le roi de France avait demandé la destruction de moulins pour pouvoir rétablir cette navigation, mais il y a eu d'autres projets comme le canal de Haute-Seine, et on voit que ces projets ont été souvent mal pensés et inaboutis. Donc cette navigation n'a finalement jamais été rétablie entre Troyes et Paris. Donc pour Paris, les valeurs du fleuve, c'est vraiment essentiellement assurer son approvisionnement, donc avec des aménagements pour améliorer la navigation. Et sur l'axe Seine, donc en aval, c'est plutôt en cohérence avec Paris, mais plus que pour favoriser son approvisionnement, c'est plutôt pour soutenir son développement économique. Et donc les perceptions de ces travaux imposés par l'État ou Paris, donc c'était le sujet de cette présentation. À Troyes, c'est un calendrier de développement qui n'est pas compatible avec celui de Paris, donc qui a généré un certain nombre de conflits. Sur l'axe Seine, on a vu donc beaucoup de conflits locaux, mais en fait, on a une convergence d'intérêts pour la vallée de la Seine avec ce facteur de contrôle prédominant qui est le soutien à la navigation et au développement industriel de cet axe fluvial. Et alors, on continue, nous, à vouloir documenter toutes ces différences parce qu'on parle beaucoup actuellement de penser à ce que pourrait être un statut juridique de la Seine. Et je me pose, moi, avec toutes ces différences entre ces différents lieux et ces différents temps, de qui pourrait être le représentant de la Seine, au cas où la Seine aurait un statut juridique, et surtout s'il le défend, parce que pendant ce temps, c'est quand même beaucoup la ville de Paris qui porte ça. Est-ce qu'elle le fait pour défendre la Seine, sa propre vision de la Seine, ou est-ce qu'il faut tenir aussi compte des visions d'autres parties de la Seine en amont ou en aval? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Susanna. C'est exactement le même fonctionnement que hier, donc il va y avoir 5 minutes de questions pour après chaque présentation et on fera un moment d'échange d'une vingtaine de minutes. Donc là, vous pouvez poser vos questions spécifiquement sur cette présentation. Écoute, on va passer à la suivante. Oui, Lucille, c'est toi. Je propose qu'on passe, du coup, en fait, on reviendra aussi sur l'ensemble de cet axe 3 à la fin de la session. Mais donc on va passer en fait à un deuxième aspect de cet axe 3 qui est donc non pas les grandes rivières comme la Seine, mais plutôt les rivières périurbaines. Et donc je vais passer la parole à Lucille de Milleville qui va nous parler. C'est toi qui fais l'introduction ?
ok, qui va nous parler des trajectoires fonctionnelles. Maintenant, je vais quand même essayer de mettre sa présentation. Voilà. Des trajectoires des petites rivières périurbaines franciliennes et sur 3 cas que je vais la laisser décrire. Merci Laurence, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc enseignante chercheuse à l'Université de Paris-Cité et au sein du laboratoire de Prodigue. Et je vais donc présenter aujourd'hui une synthèse de mes résultats doctoraux qui s'intitule Trajectoire des petites rivières périurbaines franciliennes, qui a été réalisée au sein du laboratoire de géographie physique et de l'INRAE. Je pars tout de suite du postulat que ces petites rivières sont fragmentées. Effectivement, on observe une diversité de formes, de processus et de dynamiques fluviales qui sont héritées d'aménagements à long terme, des aménagements à la fois directs et indirects. C'est ce que l'on peut voir sur ces illustrations du Morbras. On a 3 secteurs, amont, médiane et aval. Dans la première partie, on a plutôt un chenal qui est dynamique et méandriforme avec une diversité des formes intrachenales. Sur la deuxième situation, on est plutôt sur une ancienne friche hydraulique avec un chenal rectiligne, peu de diversité de formes, des écoulements lents. Sur la troisième partie, on est à l'aval dans un système urbain qui montre plutôt une forte contrainte latérale avec un chenal rectiligne qui est complètement contraint et bétonisé au niveau des berges. Donc globalement, ces aménagements et ces héritages sont complexes. Et on va regarder tout de suite la région francilienne qui, elle, du coup, est une région qui était déjà très influente à Paris dès le Moyen-Âge, puisqu'il y avait 250 000 habitants en 1300. On a aussi, elle montre une diversité. On va avoir donc des processus qui sont hérités à long terme. Ici, vous avez une carte qui montre justement l'évolution des marges urbaines sur les 3 derniers siècles. Et globalement, ce qu'on observe, c'est une multiplication des surfaces urbanisées par 10 en 182 ans, qui vont donc avoir comme conséquence d'augmenter les pressions sur les milieux. Globalement, on observe aussi qu'on a une diversité, on a une richesse en termes de cadres géographiques. On a aussi une diversité des contextes géologiques. Son réseau hydrographique est dense et riche de petits systèmes fluviaux, puisqu'il représente 73%. C'est pour cela que la région francilienne est un cadre de recherche idéal pour comprendre l'état actuel des petites rivières périurbaines en restituant leur trajectoire hydrogéomorphologique et écologique au cours des 3 derniers millénaires. L'hypothèse est que l'histoire des petites rivières périurbaines conditionne leur fonctionnement contemporain. Pour y répondre, 3 sous-objectifs ont été décrits. Le premier, c'était de caractériser le fonctionnement actuel des cours d'eau et de définir les altérations contemporaines, notamment d'identifier les hétérogénéités spatiales, de mesurer la part des héritages sédimentaires, anthropiques et écologiques dans le fonctionnement actuel, et en troisième, de faire la relation entre les dynamiques passées et contemporaines afin de positionner la situation contemporaine dans une trajectoire globale. Pour y répondre, on a choisi 3 rivières selon un gradient d'urbanisation. La Bironne dans un contexte plutôt rural, la Mérantaise dans une situation intermédiaire et enfin le Morbras urbanisé à 42%. Ces rivières, elles sont comparables en termes de forme, mais elles sont aussi, elles ont été aussi choisies pour une richesse, une diversité des contextes géologiques, puisque la Bironne s'écoule sur des assises tertiaires plutôt de calcaire, de brie et de sable de Vauchamp. La Mérantaise sur des assises sableuses, les sables de Fontainebleau. Et enfin, le Morbras sur des assises calcaires, les calcaires de Champigny. Pour pouvoir répondre à ces 3 objectifs, on a mis en place une démarche méthodologique interdisciplinaire et holistique qui va donc reprendre le concept clé de l'hydrosystème. L'idée, c'est de travailler à des multiples échelles, à la fois longitudinales, transversales, mais aussi temporelles. Pour cela, on a mis en place un relevé systématique des formes intrachenales et des objets anthropiques le long des linéaires des 3 systèmes. On a couplé ça avec un relevé systématique des habitats via les macro-invertébrés avec un protocole I2M2 simplifié.
Et enfin, on a ajouté aussi la mise en place de 3 à 4 transects transversaux dans les fonds de vallée sur chacune des rivières, soit pour des contextes géomorphologiques variés, soit en lien avec des anciens aménagements hydrauliques, afin de pouvoir caractériser les dynamiques passées et donc de restituer une trajectoire paléo-environnementale de ces systèmes-là. Je vais donc maintenant vous présenter la synthèse globale des dynamiques, du fonctionnement hydrosédimentaire sur le temps long, et donc une première typologie mise en place sur ces 3 rivières. Ici, vous avez une figure qui illustre à la fois les 3 rivières étudiées, Mérantaise, Morbras et Bibronne, qui est aussi organisée longitudinalement avec ces sites prospectés. 2 sites ont été ajoutés qui sont issus de la thèse de Paul Horns en 2004. Ce qui est symbolisé sur cette figure, c'est le remplissage sédimentaire global, ainsi que, majoritaire, et le style fluvial pour chacune des rivières. Ce que l'on observe dans un premier temps, c'est qu'on va avoir une mise en place d'une sédimentation asynchrone sur les 3 rivières. On va d'abord avoir une mise en place de sédimentation organo-calcaire sur la Bibronne dès le Tardiglaciaire, puis au néolithique sur le Morbras, et enfin à une période beaucoup plus récente, donc à l'Holocène récent sur la Mérantaise, et c'est plutôt une sédimentation organique. Globalement, ces 3 modes de remplissage, ils vont dépendre de facteurs hydrogéologiques et géomorphologiques locaux. Ce que l'on observe, c'est que la Bibronne, elle est dans un contexte, surtout son site aval, dans un contexte de confluence avec la Beuvronne. On va avoir une vallée plutôt large, avec des pentes faibles qui vont favoriser l'accumulation sédimentaire. La relation entre la nappe et la rivière vont aussi favoriser, puisque nous sommes dans un contexte calcaire, va favoriser aussi cette sédimentation organo-calcaire. A contrario, sur le Morbras, on est plutôt sur une mise en place d'une mode de sédimentation qui est discontinue. On va avoir à la fois des sédimentations organo-calcaires qui se mettent en place puisqu'on est aussi sur un bassin calcaire, mais on va avoir des exurgences de la nappe de Champigny qui vont mettre en place une sédimentation tufacée que l'on observe en bleu dès l'âge du bronze. C'est des contextes qu'on retrouve aussi dans des bassins en Normandie, par exemple le bassin de la Mue. Alors qu'enfin, sur la Mérantaise, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir une incision très rapide. On n'a plutôt pas du tout d'aggradation sédimentaire, donc d'accumulation des sédiments. On a plutôt, un bassin versant qui a des systèmes de pente importantes, avec une vallée étroite, qui va donc favoriser plutôt le transfert sédimentaire que l'accumulation sédimentaire dans ces sites. Globalement, ce qu'on observe aussi, c'est que le style fluvial à cette époque, on a plus ou moins des systèmes anabranches, donc c'est-à-dire qui s'écoulent en écoulement diffus et pas dans des chenaux bien formés. Ce qu'on a montré aussi, c'est la temporalité du détritisme, c'est-à-dire qu'il s'amorce dès l'âge du bronze sur le bassin de la Bibronne, puis s'intensifie à l'âge du fer jusqu'à l'Antiquité gallo-romaine sur l'ensemble des bassins versants, et se généralise au bas Moyen-Âge sur les 3 rivières. Ce qu'on observe aussi, et généralement c'est ce qui est courant aussi dans la littérature, c'est qu'on a une recolonisation des sédiments tourbeux au cours du haut Moyen-Âge. Cette recolonisation tourbeuse, elle est plutôt décrite comme une accalmie dans le régime hydrologique des rivières et aussi une diminution des activités anthropiques. Or, ce qu'on a montré à l'amont du bassin de la Mérantaise, c'est que dès le haut Moyen-Âge, on a des activités anthropiques fortes, et notamment on a mis en évidence des activités de rouissage qui donc va imposer une pollution organique très tôt dans le bassin. Les troisième élément qu'on a mis en perspective, qu'on a pu montrer, c'est la temporalité des aménagements hydrauliques. Effectivement, on a sur la plupart des bassins, donc le Morbras et la Mérantaise, la mise en place de systèmes à étang dès le XIe et XIIe siècle. Puis, sur l'ensemble de ces rivières, on va avoir ensuite une mise en place de systèmes en dérivation au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Globalement, ce que ça implique, c'est que lorsqu'on va avoir un étang sur un cours d'eau, par exemple, pour le cas de la Mérantaise, on va avoir une sédimentation sableuse qui se met en place, qui est venue exaucer la plaine alluviale. Normalement, si on n'avait pas eu ce pont
eh bien, on aurait eu une évacuation de ces sédiments. Globalement, les taux d'aggradation, donc d'accumulation des sédiments, n'ont pas dépassé un certain seuil, et donc ça n'a pas eu un point irréversible sur la rivière. A contrario, sur le Morбra, on a des dépôts plutôt limoneux qui viennent donc combler cet étang-là et qui vont donc s'ajouter, qui vont s'accumuler, et on va avoir 2 à 3 mètres de remplissage limoneux qui vont venir marquer un point de rupture dans le système. Cette sédimentation limoneuse, elle a atteint des taux d'aggradation qui ont été multipliés par 2 à partir de la mise en place de cet étang. La mise en place des systèmes en dérivation, eux, vont donc modifier le profil en long, vont avoir des implications sur la morphologie du chenal, vont aussi avoir banalisé les types d'habitats à l'intérieur de ces systèmes. Donc ici, c'est plutôt une trajectoire hydrosédimentaire globale sur un temps très long. Si on regarde maintenant de façon un petit peu plus précise, si on regarde maintenant plutôt les conséquences de l'urbanisation sur la morphologie des chenaux actuels, eh bien, on a mis en évidence 4 tronçons types qui sont donc un tronçon urbain avec une type de morphologie qui a des hauteurs et des largeurs à plein bord plutôt surcalibrées. On a très peu de diversité de formes intrachenales. Pour le tronçon rural aménagé, on va avoir des largeurs à plein bord et des hauteurs qui sont plus petites, une faible sinuosité et très peu de formes intrachenaux. Pour les tronçons restaurés, la même chose, sauf que là, ces hauteurs plein bord sont plus importantes que les largeurs plein bord. On a une diversité intrachenale qui a été réintroduite par ces processus de restauration. Et enfin, les tronçons diversifiés qui, eux, montrent des géométries du chenal qui sont plus faible, avec une bonne diversité, plutôt une sinuosité importante et des formes intrachenales constantes. Ce que l'on observe, c'est que ces tronçons urbains et rural aménagés eh bien, sont soumis à des contraintes anthropiques qui sont les rejets d'eau pluviale ou encore les ouvrages transversaux. Et enfin, les tronçons diversifiés, eux, montrent plutôt une compensation partielle des conséquences de l'urbanisation. Si on regarde maintenant le lien entre ces altérations morphologiques et la qualité écologique, eh bien, la réponse des macro-invertébrés, elle n'est pas aussi simple qu'il ne paraît. Elle est ce qu'on montre, c'est qu'on a une forte dépendance des réponses de macro-invertébrés par les facteurs physico-chimiques, donc de la qualité de l'eau, mais on arrive à montrer quand même qu'il y a une hétérogénéité inter- et intra-rivière. Cette hétérogénéité, elle se montre par justement une fragmentation longitudinale, mais aussi on va avoir une réponse non pas sur un gradient d'urbanisation, mais une réponse qui montre plutôt des effets d'héritage à long terme de la réponse des communautés de macro-invertébrés. Globalement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir réinvestir des échantillonnages vraiment en lien par rapport à ces tronçons types que l'on a déjà opérés. Et ensuite de pouvoir faire un modèle qui permettrait d'à la fois de s'émanciper de la réponse de la qualité physico-chimique, des facteurs de qualité physico-chimique, et de pouvoir introduire finalement aussi des variables, des paramètres qui puissent prendre en compte la trajectoire historique de ces systèmes, du mode d'occupation du sol. Globalement, tout ça, ça montre que on va avoir ce qu'on voit à travers de tout ça, c'est le poids des héritages dans la situation actuelle des petites rivières. Les pressions anciennes liées aux aménagements hydrauliques, au curage et à la mise en bief se combinent aujourd'hui à une urbanisation qui est rapide, qui accélère les transformations, donc c'est-à-dire artificialisation des berges, homogénéisation des habitats. Sur le terrain, ça se traduit très concrètement. Bien, par exemple, on a un tronçon urbain d'abord, sous l'influence directe de l'imperméabilisation. Eh bien, ils ont subi toutes les métamorphoses fluviales possibles. On a des connectivités latérales qui sont très faibles, des surlargeurs du lit, une incision, une fragmentation longitudinale aussi très marquée. En revanche, les tronçons ruraux aménagés ont une géométrie altérée mais plus ancienne. On y trouve souvent des absences de sinuosité, peu ou pas de dépôts alluviaux. Ce sont des systèmes hérités des aménagements médiévaux, souvent qui ont été mis en bief, avec des profils très artificialisés. On met une pression urbaine moindre.
On observe aussi, globalement, en fait, on observe une homogénéisation des formes fluviales, une connectivité latérale qui est très faible et une forte fragmentation, à la fois une forte fragmentation, à la fois longitudinale et latérale, pardon. Et puis, il y a ces tronçons diversifiés qui, eux, ont échappé finalement à la chenalisation et à la mise en bief complète. On observe des formes intrachenales qui sont plutôt intéressantes, c'est-à-dire les formes intrachenales, c'est ça que je ne l'ai pas dit au début, mais c'est les successions radier-mouille, souvent dans des espaces où le foncier a permis de préserver un peu de liberté latérale. Mais même eux subissent aujourd'hui le poids, enfin les effets de l'urbanisation. Ici, je n'ai évoqué que la géométrie ou le style fluvial, mais on aurait pu aussi parler de la charge de fond, c'est-à-dire une diminution des apports en matière fine et une augmentation de ces apports en matière fine qui sont dus aux héritages passés, mais aussi à la diminution, au déficit de la charge grossière dans ces cours d'eau. Mais j'aurais pu aussi parler de la qualité de l'eau, et c'est le cas justement de la mer Antaise, et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir investir dans les prochaines années. C'est qu'on a montré qu'on avait un signal donc paléobiologique et sédimentologique du ruissage de chanvre. Globalement, ça veut dire qu'on a une pollution organique qui est attestée au haut Moyen-Âge. Des études avaient montré qu'on avait des pics de phosphore sur le site amont et pas qui se reflètent pas autant sur le site aval. Ce qu'on a regardé, c'est que l'assemblage des diatomées montre que l'utilisation de ce bioindicateur montre qu'on pourrait avoir une identification sur la qualité écologique de l'eau sur du long terme, et on a bien une modification dans l'assemblage diatomique au niveau de la zone où il y a eu ces ruissages de chanvre. L'utilisation de ce bioindicateur permettrait finalement d'avoir une meilleure connaissance de la qualité de l'eau sur le long terme et de pouvoir identifier des points de rupture ou de bascule sur justement la résilience en fait des milieux environnementaux. Globalement, ça pose des questions sur la restauration, comment on restaure, à quelle échelle on restaure, et est-ce qu'on peut restaurer partout de la même manière. Effectivement, on peut se poser la question aussi de la rivière du futur, comment on peut la visualiser aujourd'hui et quelles sont finalement les images qu'on a de cette future rivière. Ici, je vous ai donc présenté finalement toutes ces rivières-là. Elles sont bien fragmentées, et elles n'ont pas donc subi de fort impact, de conséquences de l'urbanisation de façon homogène, sur tout le long du linéaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était dense, il y avait beaucoup d'informations. On a quand même le temps de prendre quelques petites questions si vous en avez. Je vous rappelle qu'à la fin, il y a quand même une session dédiée. Donc s'il y a une question à chaud maintenant, on y va. Et si vous avez besoin d'un peu de maturer la chose, maturons. Merci Anne-Ciari Pirensen, merci Lucile pour ta présentation. Désolé de t'avoir mis la pression, surtout quand tu parlais des pollens. La question que je voulais poser en fait, mais c'est peut-être aussi, ça pourra revenir dans la discussion générale, parce que tu nous as présenté en fait une première typologie des cours d'eau avec des paramètres hydromorphologiques, il y a des notions sur la biodiversité, et à la fin donc sur les activités anthropiques qui peuvent aussi... En fait, ma question, c'est comment, dans la constitution d'une typologie des cours d'eau, quels peuvent être les différents types d'activités anthropiques ou même de relations entre les petits cours d'eau et les populations qui sont riveraines, et comment est-ce qu'on peut... quelles sont les méthodes qu'on peut employer pour justement caractériser et répartir dans différents types ces interactions. C'est-à-dire les activités humaines, mais sur le temps long. Ouais.
On va utiliser des méthodes de bioindicateurs, notamment. C'est ce que j'avais un peu défini. On va pouvoir reconstituer justement les paléo-environnements en fonction des pollens. On peut aussi regarder, notamment par les diatomées, la modification de la qualité de l'eau, qui pourrait donc avoir qui pourrait de façon indirecte montrer les types d'activités, en tout cas la pression que ces activités ont mis sur le milieu. Et donc voilà. Oui, moi j'ai une question. On comprend qu'en fonction de chaque cours d'eau, de l'assise géologique et son histoire sur le temps long, on va avoir un cortège faunistique et floristique qui va être différent. Ma question, c'est est-ce qu'au-delà de ces différences qu'on peut interpréter, on peut comprendre ces différences de cortège, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les héritages anciens des cours d'eau, des modes de fonctionnement qui sont différents au-delà de ces cortèges d'espèces? Est-ce que tu aurais un exemple pour nous dire que, par exemple, le ruissage et son héritage en phosphore, ça induit non seulement des espèces un peu différentes à l'endroit où on l'observe, parce qu'il y a encore ces traces-là, mais même dans la façon dont fonctionne la rivière à cet endroit-là, on a des traits fonctionnels qui sont profondément modifiés au-delà d'espèces de diatomées qui ne seraient peut-être pas celles qu'on observe ailleurs. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, oui, effectivement, c'est ce qu'on observe ici. On va avoir une modification de ces taxons. Alors pour l'instant, c'est vraiment un travail qui a commencé. Donc j'ai lu quelques lames. C'est à réinvestir. On va avoir donc une modification de l'assemblage, mais aussi cette activité de ruissage, elle va profondément aussi modifier les fonctionnalités de la rivière, puisque le ruissage, c'est finalement, on vient creuser dans le chenal pour venir faire des fosses et mettre à rouir, donc à putrifier des branches de chanvre qui vont donc avoir forcément un impact sur la fonctionnalité de ce milieu. Qu'on retrouve du coup aussi encore aujourd'hui Non, on retrouve pas, à proprement parler, on ne retrouve pas ces formes-là non plus. Mais ce serait plutôt intéressant de voir justement la résilience de ces milieux, et de voir comment ça s'est traduit dans le temps, cette activité. Bonjour, Sarah Feuillette de l'Agence de l'eau. Donc c'était très dense et très intéressant, mais très très dense. Et du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a un marquage historique des macro-invertébrés. Et la question que je me posais, mais peut-être que vous y avez répondu, sauf que comme c'était dense, je ne sais pas, c'est dans quelle mesure, selon ce marquage, il y a une plus ou moins grande résilience aujourd'hui par rapport à certaines pressions. Par exemple, alors c'est peut-être sur la mer Antaise, je ne sais pas, donc du coup, ces histoires de ruissage et tout ça, ça induit une certaine flore, ou faune-flore, et du coup, réagissent-elles mieux à des pressions en phosphore d'aujourd'hui? Voilà. Et puis une question subsidiaire, c'était sur les pesticides, mais bon, c'est peut-être un peu trop récent, parce que vous avez dit que, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de, vous disiez que les pressions physico-chimiques étaient peut-être, je ne sais pas si elles étaient secondaires par rapport à la caractérisation de cette flore-faune par rapport au marquage historique. Mais voilà, il y avait la question des pesticides, parce que c'est un peu violent quand même les pesticides sur les macro-invertébrés. Et donc voilà, je me demandais... Je vais répondre tout de suite à cette question-là. Les pesticides, c'est pas vraiment ce qu'on a identifié. Quand je parle de paramètres qualité physico-chimique, ça va être plutôt des paramètres de base, donc c'est-à-dire la conductivité, le taux d'oxygénation. C'est plutôt ces paramètres qui conditionnent finalement les habitats aussi des macro-invertébrés. Il serait intéressant effectivement de pouvoir regarder aujourd'hui quelle est l'influence plus poussée de ces différents paramètres sur la communauté des macro-invertébrés.
Pour revenir sur le passé, c'est plutôt un effet d'héritage dans les assemblages des communautés. Alors, je ne sais pas si je vais être très claire, mais peut-être que probablement la mérantaise constitue une étape un peu finale de ce que pourraient subir les autres rivières, c'est-à-dire en termes de pression à la fois de l'urbanisation et de l'intensification des pratiques agricoles. Par contre, sur les communautés de macro-invertébrés, ce qui est très compliqué, c'est qu'on peut avoir un effet global actuel de leur assemblage, mais remonter dans le temps, comme ce que je fais par exemple pour les sédiments ou pour les diatomées, ça serait beaucoup plus complexe, puisqu'ils ne sont pas forcément préservés dans les sédiments, ou alors il faudrait étudier plus des communautés plus spécifiques comme les chirominidés ou de ces éléments-là pour avoir vraiment une trajectoire à long terme sur les macroinvertébrés. Merci beaucoup. On va garder la suite des questions s'il y en a d'autres pour la session d'échange. On va tout de suite enchaîner avec la troisième présentation, donc avec un titre plus court que d'habitude. Sur hop. Non, c'était pas la bonne. Non, c'est celle-ci. Non, c'est moi qui ai mal cliqué. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Aïda Rabia. Je suis doctorante en géographie à l'Université Paris-Nanterre. Je travaille sous la direction de Marianne Germaine sur la restauration écologique des petits cours d'eau urbains. Et je vais vous présenter aujourd'hui une partie du travail que j'ai mené depuis 2023 sur un inventaire des opérations qui ont été menées depuis les années 2000 à 2023. Avec une entrée en justice environnementale qui, pour le dire très simplement, s'intéresse à la répartition des inégalités socio-environnementales, que ce soit son versant positif, donc dans l'accès à des espaces de nature, mais également son versant négatif, donc dans l'exposition aux risques et aux pollutions. Et donc cette recherche, elle part d'un constat qui est qu'on a une logique de restauration écologique qui augmente à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc c'est ce que vous pouvez voir et que j'ai illustré avec une image de la Bièvre, rivière emblématique, qui connaît des opérations de restauration déjà depuis près de 25 ans. Mais on a aussi des cours d'eau qui ne sont pas touchés par ces opérations de restauration écologique. Et c'est ce que j'ai illustré ici avec le Rue d'Orgeval dans le 78. Et donc, ces dynamiques de restauration très inégales, en fait, elles ne sont pas forcément documentées, consignées dans des bases de données. On ne sait pas où est-ce qu'on restaure, ni même quand, ni même pour qui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai construit une base de données pour essayer de renseigner toutes ces informations-là. Et donc, je suis partie plus précisément des aides de l'Agence de l'eau, qui sont des aides dédiées à la restauration écologique. Donc, pour les connaisseurs, c'est les lignes programmes 2411 et 2412. Et donc, j'ai structuré une base de données en deux parties. En premier lieu, donc c'est des données brutes, là pour le coup, qui permettent de localiser dans l'espace et dans le temps les différents projets qui ont eu lieu. Une seconde partie qui renseigne sur les montants, donc que ce soit des montants relatifs aux projets, aux études qui ont été menées et aux travaux, et enfin les porteurs de projets. Donc cette première partie de la base de données, elle nous renseigne sur les dynamiques de restauration et plus précisément sur les processus et donc qui participent à ces objets. À ces projets, pardon. Et donc, pour vous donner juste un petit aperçu, mais j'y reviendrai un peu plus tard, à l'échelle de l'Île-de-France, c'est 700 aides qui ont été accordées entre 2000 et 2023. Ça correspond plus précisément pour les petites rivières urbaines à 378 aides, soit 66 rivières restaurées. En revanche, voilà, l'idée c'était aussi de comprendre comment est-ce qu'on restaure et les manières de restaurer. Et donc c'est la raison pour laquelle la deuxième partie de cette base de données, elle consiste en une description relativement précise
en premier lieu des types de travaux qui ont été restaurés. Donc là, je suis repartie notamment des travaux de Malavoie pour catégoriser les différents types d'opérations, auxquels a été ajouté en supplément des informations relatives pour le coup à tout ce qui est assainissement, également démolition et acquisition foncière, qui sont une caractéristique de cette restauration sur les petits cours d'eau urbains, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et ensuite, une dernière catégorie relative à l'emprise des projets et puis aux objectifs pour lesquels ces derniers sont construits. Cependant, comme je vous le disais, donc moi j'ai une approche qui est en justice environnementale, et moi j'essaye de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a des dynamiques de restauration très différentes, et c'est la raison pour laquelle j'ai croisé toutes ces données avec un ensemble de variables qu'on peut catégoriser en 3 et que je vais vous présenter juste à l'instant, enfin tout de suite quoi. Dans un premier temps, plutôt une catégorie de variables en lien avec l'urgence écologique. Donc vous pouvez voir sur la carte qui est juste là, une carte de l'état de ces petits cours d'eau franciliens. Donc il y en a 93 qui ont fait l'objet de cette étude. Et donc en fait, comme l'a dit très bien précédemment Lucille, c'est des petits cours d'eau qui se caractérisent par leur mauvais état. Et donc l'idée c'était d'aller voir est-ce qu'on est parti restaurer, parce que c'était des cours d'eau dont on avait pour objectif d'améliorer l'état, donc soit parce qu'ils étaient proches, enfin en tout cas se rapprocher du bon état, ou au contraire justement pour faire en sorte d'améliorer leur état. Et par ailleurs, ce jeu de données il a été complété avec tout un ensemble de données relatifs au type de masse d'eau et au statut de cours d'eau, parce qu'en effet ce sont des informations relativement intéressantes puisqu'elles peuvent même conditionner l'accès à des subventions, puisqu'en fait sans statut de cours d'eau on ne peut pas espérer restaurer, enfin pas espérer, mais c'est beaucoup plus compliqué. On a ensuite une seconde catégorie de variables que j'ai regardées, qui sont plutôt en lien avec l'occupation du sol. Et donc, ces petits cours d'eau urbains, en tout cas ceux qui sont franciliens, se caractérisent par un gradient amont-aval marqué par une forte densité à mesure qu'on s'approche de Paris. Et donc, l'idée, c'était de voir, est-ce qu'on est parti restaurer parce que c'était plus simple dans des espaces amont où il y avait de l'espace, ou au contraire, on est allé agir dans des espaces plus contraints. Ensuite, on a une troisième catégorie de variables qui sont là en lien avec la reconnaissance d'une certaine valeur du milieu, donc que ce soit une valeur écologique, à savoir avec des classements de type SNIEF, Natura 2000, mais également la présence de patrimoine bâti qui pourrait expliquer qu'on ait agi ici à cet endroit-là parce qu'on aura envie de préserver et améliorer l'état général, mais aussi voir dans quelle mesure ces classements peuvent peut-être aussi être des freins à la restauration. Et enfin, un dernier ensemble de variables qui sont là plus en lien avec les dimensions politiques et institutionnelles, avec une première catégorie en lien avec l'animation territoriale et donc l'ingénierie qui pourrait être mobilisée pour accompagner les projets de restauration écologique. Donc la présence de sages, de contrats de territoire et l'existence même d'un syndicat. Une deuxième catégorie qui est en lien avec les risques liés à l'eau et donc la présence d'un zonage en lien avec les inondations. En effet, avec la compétence GEMAPI, de plus en plus, la restauration écologique est associée à un moyen de réduire le risque inondation. Et donc l'idée, c'était d'aller voir est-ce qu'on est parti restaurer dans des endroits qui étaient exposés au risque inondation. Et enfin, une dernière catégorie de variables qui est en lien avec la mobilisation citoyenne, donc, et plus précisément la présence d'associations environnementales, avec l'idée là que une veille citoyenne, ou en tout cas la présence d'un tissu associatif fort, pourrait justement déclencher l'attention de différents porteurs de projets pour justement mener à bien ces opérations. Et donc le croisement de l'ensemble de ces données m'a permis de rendre compte dans un premier temps qu'on a une restauration qui est inégale à l'échelle de l'Île-de-France. Et elle est inégale tout d'abord parce que ce dont nous rend compte la base de données, c'est que la restauration, c'est un processus qui est long et complexe, qui plus est en Île-de-France. En effet, donc sur les 93 rivières étudiées, ce que vous pouvez voir sur la carte, c'est qu'il y en a 66 qui ont fait l'objet de restauration. Et donc pour une durée moyenne de projet qui est de 3 ans, mais en fait, on a un certain nombre de projets qui excèdent largement ce temps-là. À titre d'exemple,
exemple, la réouverture de la Bièvre sur Arcueil-Gentilly, c'est plus de 20 ans. Sur Villeneuve-Saint-Georges, Lierre-Aval, de même, plus de 20 ans. Et par ailleurs, si on s'intéresse au coût moyen des projets, donc en comprenant les études et les travaux, on est à un coût global de 54 000 €, mais bien souvent pour des projets très coûteux, ça peut dépasser le million. Et donc c'est ce qui explique en tout cas que on pourrait avoir qu'on a une restauration qui est aussi inégalement répartie à l'échelle de l'Île-de-France, avec une concentration sur les... Ah, ok. Désolée, je voulais vous montrer parce que c'est pas trop simple. Enfin, il n'y a pas les noms des bassins versants. Donc, une concentration au sud de l'Île-de-France, avec notamment l'Orge, l'Yvette et la Bièvre, ainsi que la Mauldre, qui concentrent un certain nombre de projets. Et d'autres bassins versants qui, là, présentent des opérations plus ponctuelles et plus sporadiques. Ensuite, si on s'intéresse là au linéaire, on peut voir que, notamment sur la Livette, j'ai pas reperdu la flèche, pardon, sur l'Yvette et l'Orge, on peut suivre le linéaire au fil des opérations de restauration. Là où sur d'autres cours d'eau, comme par exemple sur le Mort-au-Bras ou sur le Sauceron, c'est des opérations qui sont plus ponctuelles. Et on a aussi des dynamiques de restauration où sur les ravals, par exemple, on peut justement suivre les opérations de restauration, alors que sur l'amont, c'est plus réduit. Et donc tout ça, ça nous renseigne en fait sur une dynamique qui est ancrée, parce qu'elle est ancrée dans le temps. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce schéma qui montre que progressivement, en fait, on a une restauration qui va progresser vers l'aval, ou en tout cas vers les espaces les plus urbanisés. En effet, avant 2013, 70% des opérations ont lieu dans des espaces agricoles, espaces boisés, tandis que après 2016, c'est principalement les espaces verts qui vont faire l'objet de plus d'opérations de restauration. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ce changement de contexte dans les différentes opérations de restauration s'accompagne également d'une augmentation de la taille des projets. Et donc cela, c'est révélateur de deux choses. En premier lieu, c'est bien peut-être qu'il y a un changement de paradigme dans les manières de gérer les cours d'eau, donc on laisse plus de place aux cours d'eau. Et donc on va aller vers des opérations qui prennent du coup plus en compte les berges, mais également le fond de vallée, en allant reméandrer plutôt que de se concentrer dans un premier temps sur des opérations de continuité. Et ensuite, c'est révélateur aussi peut-être d'un second élément, c'est que c'est peut-être une question aussi d'opportunité foncière qui guide ces différentes opérations. Et en effet, il est probable que ces espaces verts, pour la plupart, en fait, c'est des espaces sur lesquels les porteurs de projets ont la possibilité d'avoir la maîtrise foncière et donc de mener des projets qui donnent plus de place au cours d'eau. Si on change d'échelle et que cette fois-ci on passe à l'échelle de la rivière, ce qu'on peut voir, donc là c'est une typologie que j'ai fait à l'échelle des 93 petits cours d'eau, c'est qu'on identifie 3 profils en fait de restauration, 3 trajectoires. Un premier profil de cours d'eau qui représente moins d'un tiers des cours d'eau étudiés, qui sont là des cours d'eau qui sont restaurés depuis le début des années 2000, donc comme l'Orge, l'Yvette, et qui se caractérisent par une forte dynamique à la fois dans l'espace et dans le temps, et qui sont soutenus aussi par un tissu associatif plus ou moins important. Ce qui les diffère du deuxième profil de cours d'eau, qui là se caractérise par une restauration à la fois plus récente et également plus ponctuelle. Et enfin, on a un dernier profil de cours d'eau où là, la restauration est lacunaire, à savoir soit entre 1 et 2 projets, soit inexistante. Et ces cours d'eau, souvent, c'est des cours d'eau qui sont en périphérie de l'Île-de-France, et je pense notamment à tous les petits affluents de l'Oise, par exemple, ou du 78. Donc ce premier travail, il a permis de montrer qu'il y avait une forme d'inégalité dans la restauration. Et j'aimerais juste conclure ma présentation en apportant quelques éléments de discussion. Et en premier lieu, via ce tableau qui compare les 66 cours d'eau qui ont été restaurés et les 27 qui n'ont pas fait l'objet de restauration.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces 27 petits cours d'eau qui n'ont pas été restaurés, ils partagent un certain nombre de critères, et donc notamment le fait qu'ils soient de petite taille. C'est aussi un petit chevelu hydraulique qui est relativement banal, donc on n'a aucun cours d'eau classé. Et par ailleurs, on note aussi un déficit de connaissances à leur égard avec un certain nombre d'entre eux dont l'état est inconnu. Et donc, en fait, ça pose la question de cette restauration, dans quelle mesure elle s'inscrit ou pas dans des choix politiques et dans la mesure de mettre en visibilité et de porter la voix de ces petits cours d'eau. Et c'est ce sur quoi je conclurai sur notamment le travail qui a été fait par un certain nombre d'acteurs pour justement rendre visibles ces cours d'eau, donc la cartographie qui a été faite par l'APUR en 2025, mais aussi tout le travail d'espace qui est mené depuis longue date pour rendre visible un certain nombre de cours d'eau qui justement sont laissés sont dans des zones grises. Et donc, pour conclure en 3 points, ce qu'on voit, c'est qu'on a une restauration en pointillé, avec une inégalité de restauration à la fois à l'échelle des bassins versants, mais aussi à l'échelle des linéaires qui sont restaurés et ceux qui ne le sont pas. Et donc, fondamentalement, ça pose une question sur la cohérence de cette action de restauration écologique, qui semble d'abord et surtout guidée par une opportunité à la fois politique et foncière, et qui fondamentalement tente à accentuer des formes d'invisibilité ou en tout cas laisse de côté un certain nombre d'espaces vulnérables. Et donc l'idée pour moi dans la suite, c'est d'aller enquêter auprès de ces acteurs, puisqu'en fait cette base de données, elle renseigne sur des tendances, il y a des corrélations, mais elle ne rend pas forcément compte de tous ces jeux d'acteurs dans lesquels sont enchâssées ces restaurations écologiques. Et donc c'est ce qui me reste à faire. Je vous remercie pour votre attention. Pareil, merci beaucoup. Ah, il y a pas mal de questions déjà dans la salle. Ouf, je vais mettre mes lunettes. Allô ? Oui. Denis Laurent de la LPO. Vous avez analysé la dynamique citoyenne, oui, en considérant qu'en fonction des projets, elle était vraiment très soutenante. Non, juste un petit peu. Plus ou moins. Que je précise oui. Alors en fait. Attendez, je pose la oui, question, si vous voulez bien. Bien sûr. Donc vous n'avez pas mis en relief le fait que certains projets pouvaient au contraire rencontrer l'opposition, une non-acceptabilité sociale du projet. J'aimerais bien savoir si c'est quelque chose que vous avez rencontré, et notamment dans les 27 échecs de restauration. Donc merci pour la question. Alors sur la dynamique environnementale, effectivement, alors à l'échelle de l'Île-de-France, en fait, c'est extrêmement compliqué de considérer que la présence. J'ai fait un choix de justement ne pas prendre en compte les éventuelles oppositions, puisqu'en fait, ça demande un travail très fin. Et donc là, à l'échelle de l'Île-de-France, j'ai simplement regardé la présence ou l'absence d'associations environnementales. Maintenant, je suis tout à fait au courant qu'un certain nombre d'associations pourraient effectivement s'opposer au projet de restauration. Mais c'est un travail fin que je mène là pour le coup à l'échelle du bassin versant, où je m'entretiens avec les différentes associations. Et ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur ces petits cours d'eau et la présence ou pas d'associations environnementales qui se seraient opposées à la restauration écologique. Alors en fait, sur ces petits cours d'eau, moi ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas d'association environnementale, en tout cas locale, si je m'appuie, ma base de données, c'est vraiment le répertoire national des associations. Ça ne veut pas dire qu'en revanche, il existe des oppositions un peu plus locales.
Et ensuite, le seul cas qui me vient en tête d'opposition qui aurait eu effectivement un lien sur la dynamique de restauration, c'est la Vionne, où en échangeant avec différents acteurs, j'ai cru comprendre que là, à l'origine, donc au début des années 2000, c'était parti pour une dynamique de restauration très porteuse. Et puis ensuite, il y a eu tout un ensemble d'associations qui ont fait du lobbying auprès des élus et qui ont effectivement restreint la dynamique de restauration. Voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question et à vos interrogations. Oui, Sarah Feuillet de l'Agence de l'eau. Alors déjà, juste une petite remarque. Je me dis que il faut peut-être faire attention au niveau vocabulaire quand on dit rivière restaurée, rivière qui a fait l'objet d'un projet de restauration, parce qu'en général, ils ne sont pas tout à fait... Oui, effectivement. Voilà. Alors, une des questions... Alors déjà, oui, dans ce que vous venez de dire, je me dis quand même que peut-être des freins proviennent probablement, on a tendance à penser, de riverains pour des questions foncières. Parce que des associations environnementales qui s'opposeraient à un projet de restauration, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir parce que ça m'étonne beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. Et alors, la question aussi, c'était dans vos projets d'enquête. Parce que moi, connaissant bien l'Agence de l'eau, je me serais dit, la première chose à faire, c'est peut-être d'aller interroger les personnes qui pilotent les projets les aides plutôt à l'Agence de l'eau pour savoir un peu, parce que il y a des efforts on peut savoir pourquoi justement on aide depuis longtemps tel projet. Il me semble que c'est quand même important parce qu'ils ont quelque chose à raconter sur justement les opportunités, l'historique, et pourquoi est-ce qu'on ne va pas sur telle rivière. Voilà. Parce qu'effectivement, nous, la première chose qui nous vient, c'est des questions d'opportunité. Des acteurs qui sont porteurs, des maîtres d'ouvrage qui sont présents, plutôt que, effectivement, la qualité de la rivière. Effectivement. Je vous remercie pour la remarque sur l'abus de langage. Effectivement, dire que c'est des cours d'eau entièrement restaurés, ça pose question. C'est pas forcément le cas. Ensuite, sur les associations, alors il y a beaucoup d'associations qui sont, les associations qui s'opposent au projet de restauration écologique, il y en a pas mal. Je pense aux Amis des Moulins, mais pas que. Voilà. Et enfin, concernant les enquêtes, oui, c'est vrai que ça, je l'ai passé sous silence parce qu'il fallait sélectionner. Mais oui, effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de chargés d'opération de l'agence. Des porteurs de projets, des syndicats. Mais l'idée, effectivement, c'est cette base de données brute en tant que telle, elle ne permet pas de raconter un certain nombre d'éléments. Et donc, oui, c'est essentiel pour moi. Et donc, ça, c'était clairement pas le cas. C'est vrai que là, j'ai surtout axé sur la question des habitants. Mais oui, ça me paraît essentiel. Et c'est fait et ça va être poursuivi. Voilà. On a une question là-haut. Oui, bonjour, Amandine Luez du Conseil départemental de l'Essonne. Je voulais vous parler d'un témoignage, puisque en fait, vous avez montré qu'un certain nombre de rivières du sud de l'Île-de-France avaient été restaurées. Il y a eu des nombreux projets de restauration écologique des cours d'eau sur un certain nombre de ces cours d'eau. C'est sans doute aussi parce qu'il y avait des porteurs de projets très structurés, mais également parce qu'il y avait des aides du Conseil départemental de l'Essonne qui complétaient parfois l'Agence de l'eau et qui finançaient aussi un point que vous n'avez pas évoqué, c'est la présence de réseaux d'assainissement, souvent le long des cours d'eau, qui sont un obstacle à la restauration de ces cours d'eau et pour lequel le déplacement a des impacts financiers très importants. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte quand on étudie pourquoi des projets émergent. C'est effectivement la complexité technique des projets et les financements dont peuvent bénéficier les différents maîtres d'ouvrage, les syndicats qui font ces projets et qui ne sont pas forcément égaux sur toute la région parisienne.
Oui, tout à fait. Mais merci pour la remarque. Ça me permet de préciser un certain nombre de choses que j'ai peut-être dit un peu rapidement. Effectivement, l'ancienneté du porteur de projet, elle est essentielle. On le voit sur l'Orge, sur la Mauldre, mais également sur la Bièvre. Mais aussi sur le Croult et le Petit Rhône avec le SIA. C'est des syndicats qui ont une culture à la fois de l'eau mais de l'hydraulique et donc qui peuvent agir de façon plus simple. Et ensuite, votre remarque sur l'assainissement, elle est d'autant plus pertinente que notamment des syndicats qui ont cette double compétence à la fois restauration des milieux mais aussi assainissement, on voit que ils ont une facilité pour mettre en œuvre un certain nombre de projets puisqu'en fait ils ont à la fois les compétences en interne et puis la compétence aussi tout simplement d'agir sur les réseaux d'assainissement. Et enfin sur la question du CD 91, effectivement il y a aussi à l'échelle départementale on peut observer dans les politiques qui sont menées un poids relativement important dans l'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Une dernière question. Après, on a un moment d'échange. On revient pour 20 minutes à la fin de la session. Vous pourrez garder vos questions. Bonjour, Jean-Marc Bouchy, syndicat de l'Orge. Donc on a effectivement un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées depuis très longtemps maintenant. Je voulais témoigner un peu de la question se pose là de votre question, c'est de dire comment les projets émergent et quels sont les facteurs qui peuvent les influencer. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est très compliqué comme réponse parce que il faut une convergence en fait de beaucoup de facteurs. En premier lieu, il faut le soutien de la commune. Parce que la commune, le maire peut influencer, appuyer, animer, en plus de nos propres actions. Si on n'a pas le maire avec nous, on ne peut pas faire de projet, même quand on a le foncier. Je pense que c'est très difficile, c'est arrivé, mais c'est très difficile. Le foncier est un facteur aidant, mais pas déclencheur, parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est une convergence d'appui politique et aussi financier, on vient de le dire avec le conseil départemental et l'agence de l'eau. Sans ces appuis-là, on ne peut pas non plus travailler. Et le foncier, je vais donner un contre-exemple. Vous pourrez aller visiter actuellement le chantier de réouverture de l'Orge à Juvisy-sur-Orge. C'est à 5 minutes à pied de la gare. Et on est en pleine ouverture et ça se voit très bien quand on est piéton, et la mise en eau aura lieu en décembre. Et ici, dans ce cas-là, par exemple, on avait l'appui de la commune. Ça, c'est un projet ancien qui a duré 10 ans, qui est étudié depuis 10 ans. Et on n'avait pas le foncier, on avait le foncier communal, mais on n'avait pas un foncier privé de la Société Générale. Et on a dû acheter au prix fort un parking de la Société Générale avec l'appui de nos financeurs. Voilà, donc il faut beaucoup de critères convergents, beaucoup de facteurs et beaucoup d'appui politique pour que les projets émergent. Oui, effectivement, c'est sur le long terme un processus qui se travaille et ouais, tout à fait. Enfin, je n'ai rien de plus à rajouter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et ces réponses aux questions. On va passer sans plus attendre à la dernière présentation de cette session. Des connaissances pour l'action, retour sur la construction d'un fascicule avec Jean-Louis Grimaud et Julie Gobert. Et puis on enchaînera sur le temps d'échange de la session. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous souhaitions pour cette présentation revenir sur la construction d'un fascicule que nous avons fait dans le cadre d'un collectif acteurs-chercheurs. Nous faisons cette présentation à deux avec Jean-Louis Grimaud, mais comme vous le verrez, il y a eu beaucoup de chercheurs et d'acteurs qui ont été impliqués dans ce projet de fascicule. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce collectif acteurs-chercheurs, il concerne en fait la Bassée, qui est située aux franges est de la Seine-et-Marne et qui est sur 2-3 départements, puisqu'on est en Seine-et-Marne et dans l'Aube. Et ce collectif, en fait, réunit à la fois des chercheurs
des acteurs institutionnels, l'AESN, on a aussi le PTPSN Grand Lac, VNF, des collectivités territoriales qui sont impliquées dedans. On a, et c'est un vrai avantage aussi, le SD2A, donc le syndicat d'aménagement des eaux du département de l'Aube, qui est très impliqué dans ce projet. La réserve naturelle de l'Abassé, réserve naturelle nationale. On a aussi des associations et peut-être que l'angle mort, c'est les habitants, mais on en reparlera. Donc ce collectif est né lors de la phase 8 du PRNSEN. Il a eu tout un travail de structuration des sujets qui pouvaient intéresser aussi les acteurs au regard de toutes les connaissances qui s'étaient accumulées à la fois sur ce secteur, mais globalement sur le PRNSEN. Et deux groupes de travail se sont dégagés, dont l'un qui concernait l'histoire, parce que ça intéressait les acteurs. Donc il y avait deux enjeux qui avaient été fortement identifiés dans la structuration de ce collectif, qui étaient évidemment pour nous chercheurs de pouvoir diffuser cette recherche, de pouvoir la rendre aussi manipulable, appropriable par l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces territoires, mais pas seulement, parce que sinon ça aurait été une vision relativement descendante. C'était aussi pouvoir dialoguer avec les savoirs qu'ont les acteurs et mettre en exergue un certain nombre de questions qu'on pouvait avoir en commun ou non, et de structurer des espaces de dialogue que nous espérons donc pérenniser pour le PIREN 9. Et derrière, il y a aussi cet enjeu qui est un enjeu qui n'est pas toujours facile pour nous, chercheuses et chercheurs, c'est de pouvoir aussi, au-delà d'un certain nombre de savoirs que nous structurons et que nous diffusons dans des arènes savantes ou parfois en vulgarisant, de trouver les modalités d'avoir des savoirs actionnables, des connaissances pour l'action, dont puissent vraiment se saisir les acteurs parce que elles leur sont facilement appropriables, mais aussi parce que finalement, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices qui parlent les deux vocabulaires. Alors, de manière générale, comment on a structuré ce projet de plaquette? Il est venu assez naturellement au fur et à mesure de nos groupes de travail sur la question d'histoire, de pouvoir avoir une plaquette qui soit transmissible à un grand public. Il y avait un ensemble de travaux préexistants ou en cours qui intéressaient les acteurs du terrain à pouvoir diffuser, d'autant qu'on était, et on est toujours, dans la structuration d'un SAGE sur ce territoire. Donc après un ensemble de réunions, de présentations des travaux des chercheurs, de discussions, de questions qui ont pu émerger, on s'est dit qu'on allait structurer cette plaquette. Et là, on a eu un ensemble de réunions. Il faut dire qu'il y a eu le travail très très important de Catherine Carré et de Laurence Lestel pour animer ces échanges qui étaient bilatéraux ou multilatéraux et pour structurer cette plaquette dont vous voyez ici la première page. Et là, ce qu'on voulait montrer dans cette présentation, et je vais laisser la parole à Jean-Louis, c'est comment elle s'est construite et sur qu'est-ce qu'on a voulu mettre en exergue dans cette plaquette. Alors, merci Julie. Donc voilà, donc pour construire cette plaquette, donc, il a fallu faire un effort de synthèse de connaissances qu'on avait en partant de l'existence, c'est-à-dire pas mal de moments, pas grand-chose, et puis sur des périodes, d'autres périodes, beaucoup de détails. Donc on a choisi au final de restituer sur 4 grandes périodes ou 4 instantanés, qu'on a choisi en fonction de ces différentes contraintes. Donc voilà, je rappelle que il y a des géographes qui ont été impliqués, des historiens, des archéologues. Donc je ne vais pas faire la synthèse de tout ce qui a été digéré pour tout ça parce que j'ai absolument pas la compétence. Je vais plutôt insister sur les parties où j'ai un peu plus participé. Donc voilà. Donc je vais partir sur les informations paléo-environnementales qui ont été basées sur des sources variées. Voilà, donc là je montre une figure un petit peu complexe probablement qui est la synthèse qu'a effectuée Chantal Leroyer en 2012.
sur à peu près 30 ans de travaux d'analyse de données polyniques sur des fonds de vallée dans le bassin de Paris. Donc c'est un travail remarquable de longue haleine qui a le mérite pour la Bassée de s'appuyer sur pas mal de fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans la Bassée. Donc on a des données qui sont directement pertinentes à plus de la moitié pour le territoire de la Bassée. Et on retrouve des grandes tendances qui sont assez cohérentes d'une vallée à l'autre. Donc ça indique plein de choses. Lucille en a parlé très très bien avant et elle est beaucoup plus compétente que moi sur le sujet. Nous, on l'a utilisé pour regarder les changements de végétation, voir s'il y a des milieux ouverts, des milieux fermés à différentes périodes, voir les indices d'anthropisation, avec notamment le développement des cultures, et puis un point là qui est sur la courbe bleue, qui est des indicateurs d'humidité probablement liés au niveau des nappes phréatiques, des nappes alluviales. Et ça, c'est le cortège de l'Aulnay-Sausset qu'on peut retrouver dans les cortèges polyniques en période plus humide. Voilà, et qu'on a utilisé pour les reconstitutions. La deuxième source qu'on a utilisée, le deuxième objet qu'on a étudié en multipliant les sources, ça c'est plutôt la partie qui me concernait, c'est l'évolution de la Seine, sachant que là c'est pareil, on n'a principalement pas d'informations et à quelques périodes on a des informations. Donc on s'est pas mal appuyé sur des cartes anciennes. Donc ici, vous avez un exemple, c'est le plan d'intendance de 1785. Donc c'est les archives départementales de Seine-et-Marne qui le mettent à disposition. Il est plutôt bien fait. On y voit la région donc c'est à Noyen-sur-Seine. Donc ça nous permet d'avoir la position de la rivière à cette époque, qu'on peut référencer en retrouvant des bâtiments historiques, des châteaux, des choses comme ça. On peut géoréférencer cette carte. Ça nous donne une idée de la largeur de la Seine à l'époque, qui, je vous montrerai rapidement après, permet d'estimer relativement son débit. Voilà. Il y a d'autres cartes qui existent plus récentes, dont notamment une qui a beaucoup étudié Laurence Lestel avec David Devesbar sur celle-là, elle est de 1839. C'est l'ingénieur Chanoine qui l'a faite juste avant les grands aménagements, au moment où on va fixer la Seine finalement. Donc là, on a un instantané sur une période où on voit la migration de la Seine avant qu'elle devienne complètement immobile, enfin quasiment complètement immobile. Dans la région. Donc ça, c'est des informations très précises, très précieuses sur pas longtemps, au regard de ce qu'on a voulu restituer. Et donc pour les périodes plus anciennes, là c'est le travail de géologue, donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années avec des étudiants. Donc c'est des travaux qui sont encore en cours. Au passage, la publication de la plaquette m'a donné l'envie de publier un premier état des lieux. Donc merci le Pyrène pour ça. Donc j'espère que ça va paraître l'année prochaine. Donc l'idée, ça a été d'aller chercher des paléochenaux préservés dans la plaine alluviale, de regarder leurs caractéristiques géométriques, d'essayer de les dater, donc en échantillonnant les remplissages argileux, tourbeux à l'intérieur de ces chenaux, en partant du principe que l'âge le plus vieux du remplissage marque le début de l'inactivité du chenal, et donc le chenal est antérieur à cette période-là. Donc c'est comme ça, de proche en proche, qu'on a essayé de restituer cette histoire. Donc la figure que je vous montre, c'est ces différents chenaux dans la Bassée. Donc j'ai fait l'effort de les mettre tous à la même échelle. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a des variations de taille au niveau de ces chenaux. Vous avez le premier en haut à droite, là, qui s'appelle le Vergeron, qui fait 400 mètres de large. Donc ça, c'est un chenal assez ancien qui date du Mésolithique. On a ensuite en haut à droite des chenaux qui sont plutôt du Néolithique. Là, on est plutôt de l'ordre de 200-250 mètres de large. Donc la Seine était 4 fois plus large, puis elle a été 2 fois plus large par le passé. Et ensuite, on retrouve en bas des chenaux qui sont plutôt de la fin du Moyen-Âge, où là, on a des chenaux beaucoup plus petits, probablement correspondant à un réseau anabranche, comme ça a été décrit dans d'autres cours d'eau.
Voilà. Donc, la synthèse de ces données, c'est des données paléo-environnementales. Donc là, j'ai synthétisé les données de Chantal Leroyer, montrant notamment les graminées, les céréales qui montrent les cultures. Donc on voit que c'est au néolithique qu'il y a une sédentarisation. Et puis on voit que la proportion augmente au cours du temps. Voilà. Et donc on documente des grands chenaux dans la période passée. Et ensuite, plein de petits chenaux. Il y a des hiatus dans cet enregistrement. Donc on a l'air d'avoir le passage de quelque chose, d'un système à méandre avec un chenal probablement unique à des chenaux plus nombreux sur la fin de l'histoire. Et puis sur la toute fin, on se pose la question de comment on retourne à ce qu'on a sur les cartes historiques avec un chenal qui est décrit comme unique sur les cartes qu'on a à disposition. Donc là, plus on va vers le présent, plus se pose la question de l'influence de l'homme, notamment là-dessus, mais ce n'est pas le seul paramètre possible. Voilà. D'autres données, c'est les données archéologiques. Donc, il y a les données historiques. Ça, je résume le travail de plein de gens en une phrase. Je suis désolé pour eux. Donc, collecte de données historiques, c'est le travail de longue haleine complété avec les échanges et les élus locaux. Donc là, il y a eu un vrai travail d'aller-retour pour aller chercher des archives et échanger là-dessus. Donc ça, Julie en a parlé. Les informations archéologiques sont sporadiques. Donc c'est comme ça qu'on a choisi les périodes. Ça donne des instantanés pour des périodes relativement longues. L'avantage en Bassée, c'est qu'il y a beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été menées. Et donc, on a pu compléter... on voit des choses qui se répètent sur des grandes périodes de temps, donc, qui donnent une idée. Donc voilà, pour la restitution, on a mis en place des blocs diagrammes qui montrent l'évolution du paysage en Bassée. Voilà, les choses principales à voir, c'est la réduction de la taille des chenaux. À la fin du Moyen-Âge, un système où on termine quelque chose avec peut-être une multitude de chenaux, en tout cas des chenaux beaucoup plus petits que par le passé. Et puis ensuite, à partir du 19e, 20e siècle, les grands aménagements. Et ensuite, de 1960 à nos jours, on continue, la scène s'élargit, s'approfondit. On a l'extraction de granulats qui va prendre une place de plus en plus importante. L'agriculture continue de s'étendre. Voilà, donc je laisse la parole à Julie pour la fin. Oui, je vais assez vite. Donc, c'est effectivement aussi des recherches. Le dernier bloc diagramme concernait à la fois l'histoire contemporaine et aussi l'actualité et une projection au regard du développement actuel qu'il se fait jour dans la Bassée avec des grands projets, que ce soit la mise en place du casier de surstockage, le projet qui est celui de la mise en grand gabarit sur une section qui va de Bray-sur-Seine jusqu'à Nogent-sur-Seine. Donc avec des acteurs qui, pour le coup, sont encore très impliqués sur ces enjeux, notamment dans la négociation d'un certain nombre de compensations socio-environnementales. Et nous, on a pu s'intéresser par le biais notamment d'entretiens semi-directifs, d'un travail sur les différents documents, que ce soit les enquêtes publiques et autres, qu'est-ce qui se structurait et qu'est-ce qui était vraiment, qu'est-ce que pouvaient réellement négocier les acteurs, notamment en termes de réflexion sur les solidarités territoriales. Et ça faisait aussi écho à tout le travail qui est mis en place dans le cadre de la commission locale de l'eau, dont un des thèmes concerne singulièrement les solidarités territoriales. Donc, ça nous permettait de construire aussi des discours communs. Alors, pour finir, effectivement, c'est un collectif que nous souhaitons poursuivre, à la fois pour continuer, nous, à discuter ces connaissances, les manques de connaissances, et pouvoir les diffuser. Et il y a un vrai intérêt des acteurs sur, notamment, on avait parlé lors de l'AG de mars, le néolithique. Évidemment, il y a un petit moment un peu particulier qui est celui de l'échéance des élections municipales qui va faire qu'on va pouvoir un peu moins mobiliser les acteurs et les élus
élus, mais ça nous permet, nous, de travailler aussi à structurer un certain nombre de questions et à pouvoir les proposer après cette période-là. Et puis surtout, ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est d'associer les habitants et d'aller vers les habitants. Donc, lors de nos trajets de mars, plusieurs outils ont émergé de nos réflexions, avec notamment le fait de faire des visites sur site lors des grandes journées de l'archéologie ou du patrimoine, par exemple, mais aussi de pouvoir construire une cartographie participative de la Bassée au gré des grands événements que peuvent être notamment les crues. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire tout de suite la session d'échange rapidement. On va pouvoir inviter donc toutes les personnes qui sont venues présenter ce matin s'installer ici, ainsi que les animatrices d'Axe pour commencer cette session d'échange. Et du coup, on va pouvoir... Oui. J'ai vu. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture de cette session d'échange. Si vous avez des questions sur la présentation qui vient d'être faite ou l'ensemble de l'Axe, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, il y a déjà une question là-bas. Ici, juste là, devant. Merci beaucoup. C'est pour réagir sur la dernière présentation. J'ai trouvé que c'était très intéressant que vous présentiez ces travaux sur la reconstitution des chenaux très anciens comme des savoirs actionnables. Et c'est effectivement une surprise que j'ai eue quand j'ai découvert le collectif Bassée. C'est à quel point le fait de pouvoir avoir une histoire à raconter sur le territoire vécu par les élus, de pouvoir s'approprier ces savoirs, en fait, c'était vraiment perçu comme une grande richesse et du coup très actionnable par la part des élus. Alors qu'on pourrait se dire, ça, en fait, ça fait plaisir aux chercheurs que de retracer cette histoire ancienne. Il y a une véritable attente de la part des élus qui sont chargés de représenter le territoire, que de pouvoir en restituer aussi l'histoire sur la longue durée et de pouvoir mettre ça en relation avec des enjeux très actuels qui sont de transformation importante du territoire et du coup de pouvoir faire le lien entre la quantité de matériaux qui va être déplacée dans le futur par rapport à ce que ça a été dans le passé, mais aussi d'être assez fier et donc, j'ai trouvé que ça faisait plaisir de se dire que des formes de discours savants avaient une résonance de la part des élus pour une certaine fierté du territoire, de pouvoir parler d'un territoire dont on parle souvent comme étant dans l'ombre de l'aménagement qui servent plutôt la métropole, de pouvoir... Juste, c'est pour rebondir sur le fait qu'on peut percevoir un décalage entre l'action telle qu'on se l'aperçoit et la manière dont les élus ça veut dire quoi un savoir actionnable? Et finalement, ce bloc diagramme, vraiment, je salue l'effort fait parce qu'effectivement, ça résonne très fortement localement. On s'en rend compte quand on y va. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour préciser, effectivement, la connaissance aussi sur ces périodes-là, elle s'est bâtie avec l'extraction des granulats. Donc il y a un espèce de paradoxe où ça crée des conflits, il y a des intérêts différents entre les gens qui vont faire les fouilles archéologiques, les gens qui vont faire les extractions, parce qu'il y a des coûts associés. C'est vrai que c'est bien à la fin de pouvoir restituer une partie de la connaissance qui a été acquise pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et les exploitants sont aussi fiers de pouvoir valoriser ça par la suite, c'est sûr. D'autres questions? Et d'ailleurs, il y avait des questions qui étaient restées en suspens des présentations précédentes. N'hésitez pas à les reposer si vous voulez. Olivier Jacques, ex-ville de Paris. C'est une question sur la réhabilitation des petites rivières. J'étais étonné que vous ne partiez pas des sages et des programmes qui sont faits et des réalisations ensuite. C'est-à-dire partir des sages?
C'est-à-dire que ces petites rivières font partie ou ne font pas partie de SAGE actuel? Ah oui, si. Je l'ai peut-être présenté un peu rapidement, mais effectivement, j'ai regardé dans les données avec lesquelles j'ai croisé cette base de données qui a été créée, j'ai regardé la présence ou pas de SAGE et aussi de contrats de territoire. Et effectivement, la présence d'un SAGE est un effet levier pour la dynamique de restauration, mais ça n'explique pas tout. Une question là, oui, je crois. Denis Laurent, LPO. Moi, je voudrais revenir sur la dernière présentation du collectif La Bassée. Personnellement, je connais un autre collectif qui est en lutte contre les projets dont fait l'objet La Bassée, casier, mais aussi mise en grand gabarit. C'est un territoire où il y a beaucoup de positions, je dirais, conflictuelles. Donc, quel a été le rôle et la méthode pour les chercheurs, puisque j'ai compris qu'ils mettaient autour de la table l'ensemble des acteurs. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir aussi la dynamique, je dirais, relationnelle et de travail qui a pu être mise en œuvre. Oui, pardon. Pardon. Donc là, on est sur le volet contemporain et la recherche qu'on a pu effectuer sur les solidarités en train de se structurer, puisqu'effectivement, il y a ces grands projets. Donc nous, au-delà de ce collectif acteurs-chercheurs, on a aussi rencontré un certain nombre de collectivités locales, de représentants des agriculteurs, de représentants des associations, pour voir comment, in fine, depuis la fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, se sont reformulées un certain nombre de questions, puisque l'ACME a quand même été le débat public pour ces deux projets, et que, in fine, il y a une contestation qui a continué à exister, en même temps que les acteurs locaux essayaient, eux, de pouvoir négocier avec les grands porteurs de projets pour finalement obtenir des retombées. Donc nous, notre manière de faire sur cette partie-là, ça a vraiment été d'aller voir ces acteurs locaux, parfois de participer à certains moments qui ont pu être mis en action, donc des réunions publiques qui ont été organisées récemment par les maires et les collectivités locales pour expliquer les projets, dont celui de la mise en grand gabarit, et donc de voir qu'on n'est pas dans une contestation qui s'est éteinte, mais qui a pris d'autres formes. Voilà, ça a été notre manière d'un petit peu de comprendre ce qui était en train de se passer et de pouvoir aussi nourrir la réflexion des acteurs dans le cadre de ce collectif acteurs-chercheurs. Bonjour, moi je suis Claude Nevéglise, retraitée d'un bureau d'études Hydratec qui a beaucoup travaillé sur la Bassée et sur les petites rivières urbaines. Donc pour la Bassée, c'était juste une remarque. Moi j'ai eu entre les mains le LIDAR. Je suis de formation géologue et donc le LIDAR est extrêmement riche et je voulais souligner que cette vallée est intéressante sous tous les points de vue, hydraulique, mais aussi du point de vue géomorphologique. C'est quelque chose de passionnant avec la côte tertiaire et puis, bref, tout ce que vous avez raconté et qu'on voit malgré, sur le LIDAR, malgré l'exploitation des granulats, on voit encore dans la partie justement des casiers pilotes, on voit encore les chenaux à travers les anciennes carrières. Enfin, c'est assez intéressant. Bref, ça c'est autre chose. La question, je voulais faire une remarque sur votre présentation sur les petites rivières. Moi, j'aide à la retraite, j'aide l'association Espace. Et donc, notamment, en fait, c'est intéressant de voir ces associations, maintenant que je suis de l'autre côté. En fait, il y a un espèce de dynamisme entre des historiens, parce qu'il y a une espèce de noyau dur dans cette association de gens de Chaville et de Meudon, on va dire des natifs, et qui ont une propension à
à être un peu écologiste, mais on va dire pas très professionnel. Et donc, j'essaie de leur apporter de la technique, mais c'est une remarque que j'ai sur ces associations. Les gens qui sont là-dedans sont de très bonne volonté, mais auraient besoin peut-être d'un encadrement un peu plus scientifique, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, avec eux, je travaille sur la définition de petits cours d'eau. Donc, ils ont un peu de tendance à penser que le moindre vallon est un cours d'eau. Donc, aussi par rapport à la définition des cours d'eau de votre présentation à vous, c'était quelque chose qui m'interpelle parce qu'effectivement, la notion de cours d'eau et à partir de quand on va aider à restaurer tel ou tel vallon est intéressante. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Pas vraiment de questions, mais... Peut-être juste pour réagir, effectivement, c'est vrai que cette association, pour y avoir fait mon stage de master du coup, donc je connais bien, effectivement, il y a beaucoup de personnes passionnées sur le terrain et c'est vrai que, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être un travail à faire, mais on ne peut pas se passer très clairement de leurs connaissances puisqu'ils ont une connaissance qui est très fine et ils sont quand même parvenus à cartographier un ensemble de cours d'eau qui avait totalement disparu et donc été effacé. Et c'est vrai que pour le coup, on parle souvent des négociations qui ont eu lieu sur les cours d'eau agricoles, petits cours d'eau qui auraient disparu, mais en fait, à l'échelle urbaine, il y en a quand même tout un tas, notamment dans le 92, qui ont totalement été effacés. Et donc, quand est revenue en 2016 cette définition réglementaire des cours d'eau, en fait, eux n'existaient plus déjà. Et donc, ce travail-là, il est assez essentiel. Bonjour, donc Florence Abetz. Je voulais avoir une interrogation et un constat. L'interrogation, c'est pour Laurence. Déjà, merci pour ces travaux, je trouvais ça super intéressant. Et pour Laurence, par rapport à la petite remarque que tu posais à la fin, est-ce qu'on doit parler de la Seine ou les Seines, ça m'évoque ce qui se passe sur le bassin de la Loire, où en fait ils appellent ça Loire tout court. Donc, en termes de représentation, ils disent de Loire et pas de la Loire. Bon, c'était un peu sémantique, mais je pense que ça évoque quelque chose. Et puis ensuite, je voudrais évoquer ce qui s'est produit au dernier comité de bassin Seine-Normandie, où j'ai présenté l'avis du conseil scientifique sur la mise à grand gabarit de la Bassée, où on a fait une lecture de cette mise à grand gabarit à travers la stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin. Et vous ne serez pas hyper surpris de constater que ce n'est pas tout à fait compatible avec la stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin. Et personnellement, j'ai quand même été assez surprise de la façon dont c'est parti, dont cet avis a été reçu. En particulier, par exemple, il y a beaucoup visiblement, c'est très politique, il y a beaucoup d'enjeux locaux, mais ce qui ressort aussi, c'est que ce projet a été mis dans les projets d'intérêt général majeur dans le précédent SDAGE, et que finalement, s'est posé la question, mais comment ça se fait que ce projet ait été mis dans les projets d'intérêt général majeur, alors que visiblement, ça n'a pas été très discuté. Donc voilà, je voulais vous dire, on a remis un petit peu une bille dans une pièce dans la machine, quoi. Voilà. Merci. Je crois que la machine est très active sur la question du questionnement très fort que peuvent avoir les acteurs et les chercheurs, même au sein du Pirensen, sur cette mise en grand gabarit et surtout les justifications qui sont apportées. Mais nous, par rapport à notre recherche, ce qui était intéressant de voir quand on a interrogé les acteurs locaux, c'est qu'on voit bien que, je parle surtout des collectivités locales, on voit bien que c'est pas du tout leur projet, que finalement elles l'ont accepté non pas en se disant je vais obtenir des retombées directes liées au fait qu'on puisse faire passer des péniches de très grand gabarit, mais plutôt en se disant comme ça je peux négocier d'autres choses sur mon territoire et
Et par ailleurs, ce qui est important de voir, c'est, et ce qu'on voudrait aussi faire sur de l'histoire contemporaine jusqu'à aujourd'hui, c'est comment il y a des coalitions d'acteurs sur ce territoire élargi qui ont finalement quand même perduré, avec des grands élus en lien avec aussi le monde agricole, puisque in fine, ce qui est une des justifications les plus fortes, c'est de pouvoir assurer de la mer jusqu'à donc Nogent, qui a un grand bassin agricole, le transport d'un certain nombre de céréales. Et donc c'est aussi ça qui est finalement à structurer cette légitimité. Mais quand on essaye de creuser sur les territoires, on voit qu'elle est très peu prise en charge finalement par les acteurs locaux. Plutôt sur eux, ils se disent, de toute façon on peut rien y faire, donc on va négocier des petites choses, mais